Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo X-Files 1, voici donc X-Files 2. Vous savez, c'est la vidéo où je parle un peu de la série X-Files sur les peurs que jouent les gens. Et j'ai choisi bien sûr des sujets de X-Files, ceux qui sont les plus appropriés à la chaîne. C'est-à-dire ceux qui parlent d'astronomie, d'astronautique, tout ça. Dans le premier épisode, on a parlé plus du fameux voyage sur la Lune que les Américains n'auraient pas fait, mais qu'ils ont bien fait. Et je vous ai expliqué pourquoi ils l'ont bien fait et pourquoi il y a des complotistes qui croient que non. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a des complotistes et des ufologues qui vendent des milliers de bouquins, des millions même de bouquins, où ils vous racontent la grosse connerie du crash de Roswell en 1947. Alors, pour situer un petit peu le contexte, ça se passait en 1947. Il faut savoir qu'il y a eu la fameuse Seconde Guerre mondiale, 39-45, entre l'Allemagne et la France, avec l'Italie, l'Espagne, enfin bon, une grosse partie de l'Europe. Et qu'il y a eu les Américains qui sont venus nous apporter leur aide pour nous libérer de l'oppresseur allemand. Donc ça, c'est le contexte un petit peu. 2 ans plus tard, après qu'il y a eu la fin de la guerre, les Américains, les Russes, et puis bon, les Anglais, ont fait prisonnier, mais là on va parler des Américains, ont fait prisonnier des scientifiques allemands, dont le fameux Wernher von Braun, qui est le père des V2 et qui est finalement le père de l'astronautique américaine. C'est-à-dire, c'est grâce à lui qu'aussi aujourd'hui, la NASA envoie des fusées dans l'espace. C'est grâce à lui. Et qu'ils ont construit la fameuse navette et les fameuses navettes et tout ça. Et qu'ils ont été sur la Lune. Puisque c'est grâce à Wernher von Braun si la Saturn V existait. Sauf qu'on était dans un contexte d'après-guerre. Les Américains et les Russes se faisaient un petit peu... C'était un petit peu le début de la guerre froide. Et c'était carrément même le début de la guerre froide. Et il y avait des scientifiques allemands qui avaient dit aux Américains... Mais vous savez, il y a certains de nos collègues qui ont été arrêtés par les Russes et qui étaient spécialisés dans le nucléaire et qui pensaient pouvoir fabriquer une bombe atomique. Les Américains, entendant ça, se disent « Oui, vous croyez, tout ça, oui, 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 oui. » Et puis, bon, ça a duré pendant 2 ans, cette histoire. Et puis, en 1947, il y a quand même des scientifiques allemands qui disent « Écoutez, nous, qui travaillaient en collaboration finale avec les Américains, même s'ils avaient été prisonniers, qui disent, bah écoutez, nous au final, on a créé un système, mais par contre ce système, il faut l'envoyer très haut dans l'atmosphère, et qui permettrait de savoir si les Russes plutôt, sont en train de créer cette fameuse bombe atomique, et s'ils sont en train de l'essayer. Les Américains ils disent, bah oui, pourquoi pas, il vous faut quoi? Bah il faudrait des ballons stratosphériques, donc des gros ballons, fabriquer des ballons, et comme vous avez déjà une aviation militaire qui est assez développée, il faut que les radars militaires puissent capturer la signature de ces ballons. Alors, un ballon stratosphérique, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un truc, c'est rond, c'est une sphère. Et une sphère sur un radar, c'est pas forcément le plus facile à capter pour un radar. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle des déflecteurs radars, d'une forme un peu pyramidale. Alors, ils en mettaient un à l'endroit, une à l'envers, un à l'endroit, un à l'envers, et ils mettaient en chaîne comme ça, sur le cordage du ballon, tout ça, ils mettaient en chaîne, tout ça. Et puis en dessous, le boîtier avec le capteur rayon gamma dedans, pour capter si les Russes font péter des bombes atomiques et que ça émet des rayons gamma. Ou s'ils ont des centrales nucléaires qui émettent des rayons gamma. Ou des centrifugeuses nucléaires pour enrichir l'uranium, pour faire les fameuses bombes, qui émettent des rayons gamma. Donc ils ont créé ce qu'on appelle le détecteur gamma. Donc, il fallait l'envoyer dans la haute atmosphère pour pas avoir la pollution atomique du sol. Parce qu'il faut savoir que notre sol de la planète Terre, par endroits, émet des atomes, émet du nucléaire. Si vous amenez un compteur GG sur les montagnes de l'Auvergne, vous avez des endroits où votre compteur GG il va s'affoler. Vous allez dire pourquoi? Parce qu'il y a certainement de l'uranium ou des trucs atomiques là. Sans rentrer dans le détail, parce que moi, le machin physique atomique, tout ça, j'y connais pas grand chose. Voilà, donc je rentre pas trop dans les détails. Mais
L'idée donc des scientifiques allemands qui travaillaient avec les Américains, c'est de dire que si nos collègues scientifiques allemands qui ont été capturés par les Russes ont réussi à mettre au point cette bombe, il va falloir la tester. Déjà d'une, pour savoir si elle explose comme il faut, parce qu'une bombe, il faut que ça explose comme il faut. Si elle explose pas comme il faut, elle vous explose à la gueule. Et à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans le caca, pour pas dire autre chose, pour pas dire mercredi. Et donc, il faut vraiment que ça explose comme il faut. Donc, il faut tester. Et puis, il faut savoir la puissance que ça a, hein, destructif, quoi. Donc, ils ont dit, on arrivera à capturer ces fameux rayons gamma de ces bombes. Donc, ils ont créé c'est ce qu'on appelle des ballons mongols. Avec donc ces grosses sphères de ballons en espèce de caoutchouc. Dedans, ils ont mis un gaz d'hélium qui monte très haut. Hein. Et puis, avec ces fameux déflecteurs radars pour que les radars au sol et puis les radars des avions de chasse puissent les détecter. À l'époque, les Américains, ils n'avaient pas que les avions de chasse. Ils avaient aussi déjà des petits avions de ligne. Et puis, il y avait des riches industriels privés, Arnold Kenneth, qui était un industriel qui fabriquait des plats à tarte, des plats en aluminium à tarte. Il fabriquait des plats, alors pas que des plats à tarte, mais il fabriquait des plats en aluminium. Il avait une usine d'emboutissage d'aluminium. Donc il fabriquait des objets en aluminium, des plats, des verres, des machins. Et notamment, il fabriquait aussi ce qu'on appelle la gamelle militaire. C'est-à-dire la gamelle militaire, j'en ai pas là, je peux pas vous montrer, mais j'essaierai de vous trouver une photo et de vous la mettre dans le montage. Mais ces gamelles militaires, c'était des gamelles en aluminium qui se ferment comme ça là, et puis dedans vous avez tout. Vous avez une petite, un petit machin gobelin justement en aluminium. Vous avez une petite gamelle dedans encore à l'intérieur pour manger. Puis vous avez ces fameuses gamelles que vous ouvrez, vous pouvez faire cuire vos aliments dedans. Et puis vous avez de couteaux, fourchettes, cuillères pour manger proprement, parce que l'armée américaine se devait de manger proprement. Donc voilà, et c'était compris dans le pactage du militaire américain. Et donc, il y avait donc ces petits avions qui volaient. Lui, il avait un petit avion privé, parce qu'il était riche, il pouvait s'en payer un. Et donc, il volait régulièrement. Mais il faut savoir que ces ballons mongols n'étaient pas envoyés que le lundi au vendredi. Ils étaient envoyés tous les jours, du lundi au dimanche. Tous les jours, ils en envoyaient. Dès que la météo pouvait le permettre, ils envoyaient un ballon. Et un dimanche de 1947, en été, Arnold Kenneth monte dans son avion et vole. Bon, les mecs ils vont dire on va appeler les urgences, il va pas bien Fred, il fait l'avion maintenant. Bon, il vole dans un avion hein, avec ses lunettes de pilote. Là. Bon, et puis tout d'un coup, il voit des machins brillants passer à côté de lui comme ça là, faisant des sortes d'ondulations comme ça là. Et puis ça reste longtemps quoi. Mais il n'avait pas vu la ficelle, enfin les cordages, il n'avait pas vu le ballon qui était dégonflé, qui avait pété en l'air et qui se crachait. Et donc il n'avait pas vu non plus le boîtier qui contenait le capteur. Bon, et normalement ça se crache pas ces trucs. Normalement il y avait un parachute qui s'ouvrait, ça redescendait tout doucement avec un parachute. Sauf que là, ce jour-là, il y a eu un problème. Le ballon il a éclaté certainement trop tôt, il y a eu des mauvais calculs faits de remplissage du ballon, et le ballon il a éclaté trop tôt, il n'a pas éclaté à la bonne altitude, donc il est retombé, et le parachute s'est pas enclenché. Tout le système de processus de sauvegarde de la boîte s'est pas enclenché, donc c'est tout retombé. Et en retombant, bien sûr, comme c'était à des altitudes très hautes, ça a mis du temps. Donc ça, à un moment donné, lui il était aussi à très haute altitude, comme Arnold, donc il a vu ce machin passer devant lui, comme ça, en faisant des sons, et c'était les déflecteurs. Mais comme c'était un projet top secret, ça veut dire que ceux qui étaient au courant de ça, à part le président américain de l'époque, ils étaient à peu près, je crois, une vingtaine ou une trentaine vraiment à être au courant de ça. C'était pas comme l'histoire de la NASA et de l'homme sur la Lune où ils gardaient l'émission Top Secret, où ils gardaient tout ce qu'ils faisaient de Top Secret, mais là ils étaient presque 500 000 bonhommes à garder le secret. Non, là ils étaient à peu près une trentaine, pas plus. Les scientifiques allemands qui avaient mis au point le système, les militaires américains de la base de Roswell, la base d'aviation qui était pas loin de Roswell, qui lançaient les ballons depuis là-bas, et puis une partie du protocole militaire qui était en lien direct avec le président de la République, le président américain de l'époque, et donc le président américain de l'époque, et puis un peu des gens de son staff autour de lui, les conseillers politiques, et puis certainement un responsable, un haut responsable politique militaire. Bon, basta. Donc c'était à peu près une trentaine. Donc c'était vraiment le truc le plus secret au monde. Je vais vous dire, cette histoire de ballon et de ballon sonde avec les capteurs
machin de rayons gamma, c'était vraiment le truc le plus secret au monde. Mais vraiment, c'était... personne devait être au courant de quoi que ce soit. Mais vraiment, personne. Faut bien savoir un truc, c'est que même dans la ville de Roswell, la police n'était pas au courant qu'il y avait des ballons qui partaient pas loin de la ville de Roswell. Alors, il a vu ces trucs, puis il a atterri en ayant un peu flippé, quoi. Il s'est dit, ces trucs qui volent bizarre, machin, bizarre. Et puis comme ça piquait, ça allait plus vite que son avion, donc il s'est dit, c'est pas normal, c'est pas terrestre. Le mec, il est devenu un peu barjot, quoi, cette histoire. Donc, il s'est dit, je vais aller voir la police et je vais leur raconter ça. C'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. Donc, il a été raconter ça à la police. Et donc, en racontant ça à la police, il a raconté le fait qu'il avait vu quelque chose de pas normal. Pour lui, ça lui paraissait pas normal. Donc, quand il a décrit le vol de ces trucs, que ça faisait comme ça, comme des ondulations, et qu'il voyait que ces machins gris, brillants, parce que les déflecteurs, ils étaient faits en aluminium, en feuilles d'aluminium. Il y a des structures en bois, mais il y avait c'était avec du papier, vraiment comme des espèces de papier, comme un papier d'aluminium. Donc au soleil, ça brillait. Alors, comme il faisait beau, ça brillait. Donc il voyait que des machins qui faisaient comme ça. Donc lui, il a raconté ça à la police, à la gendarmerie, enfin la police américaine plutôt. Et donc le policier américain, le shérif plutôt, il dit, écoutez, monsieur Arnold, c'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites et tout ça. Et puis il dit, écoutez, on va aller enquêter. Et puis, pendant ce temps, le ballon s'est crashé, pas loin de Roswell, dans le terrain d'un fermier. Et ce fermier, prend sa petite Ford de machin, son pick-up Ford, et il va se rendre sur place. Et il ramasse des petits bouts de papier d'aluminium, machin un peu de partout. Et puis, il ramasse aussi des bouts de bois, des bouts de caoutchouc, des bouts de cordelage, des trucs un peu bizarres. Puis un peu plus loin, il ramasse des systèmes électroniques, mais lui, il sait pas ce que c'est. C'est un paysan. Je dis pas que les paysans sont cons. Au contraire, aujourd'hui, les paysans sont même beaucoup plus intelligents que la plupart des gens qui pensent être intelligents. Mais, je veux dire par là, lui, il sait pas trop ce que c'était. Il a jamais été à l'école, il a jamais vu ça, il n'avait même pas de télé, ça se trouve, il y avait juste un poste radio, mais bon, ça ressemblait pas à ce qu'il y avait dans son poste radio. Donc, il ne pouvait pas savoir ce que c'était. Il a tout mis dans son coffre, il a tout ramené ça au shérif de Roswell. Pareil, chez de Roswell, il ramasse les trucs, il revient, hein. Et pendant ce temps, comme c'était hyper top secret, les militaires se sont rendus sur place à l'endroit où ça devait à peu près ramasser les morceaux, et ils n'ont rien découvert. Ils ont découvert que des petits morceaux à des certains endroits, mais ils ont vu qu'il manquait des choses. Et puis, donc, ils rentrent à la base, ils se disent, bon, on rentre à la base, si on dit rien, personne ne saura rien. Ça marche, en principe, ça marche assez bien, ce truc. On dit rien, on sait rien, ça marche très bien. Et donc, le lendemain, parce qu'il y avait un journaliste à Roswell qui avait entendu dire qu'il y avait une histoire. Parce que ce Kenneth Arnold, lui, il l'avait raconté à tout le monde, sa femme, tout le monde. Donc, ça fait du bruit. Donc, le lendemain, il y a un journaliste de Roswell, du canard du coin là-bas, qui entend ça et qui a envie de voir Kenneth Arnold, demande des témoignages, machin et tout. Il dit, moi j'ai tout dit au shérif, allez le voir. Donc il va voir le shérif lui dit, oui, regarde, j'ai des morceaux, il y a un paysan qui m'a ramené ça, regarde, nanana, bon. Et puis les militaires, ils sont arrivés. Parce que le journaliste a écrit l'article sur le journal, donc ça a apparu dans le journal. Et de là-bas, donc les militaires, ils lisent le journal, ils disent, attends, regarde, t'as vu, notre ballon où il est là. Donc ils ont été voir le shérif, ils ont récupéré les ballons, machin, tout ça. Et puis comme le shérif, il était pas con quand même, il a quand même posé des questions. Sauf qu'il a posé les questions qu'il fallait pas. Parce que le mec, intelligent quand même, je vous dis. Donc, les militaires qui étaient chargés de récupérer ça, eux, ils n'avaient pas le protocole pour dire c'est top secret, on n'a rien à vous dire. Je dis nous, on n'est pas au courant, on sait rien. Tout ce qu'on nous a dit, c'était de venir récupérer ça. Point barre. Donc, ils repartent avec ça. Donc, le shérif n'est pas content de la réponse. Il parle au journaliste, le même journaliste qui a fait l'article. Il dit écoute, j'ai l'impression que l'armée est au courant de quelque chose, il nous cache quelque chose. Tout est parti, la première rumeur du fameux crash de Roswell et que ce serait un vaisseau extraterrestre qui serait écrasé. Voilà d'où est partie l'histoire. Et en fait, le truc, c'est que les militaires se sont dit « Oh, là on a quelque chose de formidable. Là on a un truc bien. » Ils se sont dit « Regardez ce qui est écrit sur l'article. »
Il dit, les militaires sont au courant de quelque chose, ils nous cachent quelque chose. Il dit, on va jouer là-dessus. Ils ont préféré inventer une histoire rocambolesque que de dire la vérité au shérif en lui disant, vous gardez ça secret. Cette histoire aurait pu se terminer là s'ils avaient été voir le shérif et lui dire, voilà, on va tout vous dire ce que c'est, mais il faut garder ça top secret. Ça n'aurait jamais été plus loin. Ils auraient même pu aller voir le paysan, ils auraient pu aller voir Kenneth Arnold et lui dire, voilà, leur raconter l'histoire, leur dire ce que c'est, leur dire pourquoi. Les mecs, les Américains à l'époque, ils étaient tellement patriotes qu'ils auraient dit, ok, vous faites comme ça, nous on garde secret. Même le paysan, il aurait dit, même le journaliste, il aurait dit, il aurait écrit un article, c'est rien, c'est pas grand chose, voilà. Terminé. Ça aurait été terminé. Il aurait même plus rien écrit, là, le journaliste. Il aurait dit, terminé. S'ils avaient mis ces 3 personnes dans le secret, et l'histoire s'en arrêtait là. Même si la femme de Kenneth Arnold, ou la femme du paysan, ou la femme du shérif aurait demandé, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils auraient dit, ouais, écoutez, il n'y a rien, parce que les femmes, à l'époque, elles n'avaient pratiquement aucun droit. Hein. Donc, ils auraient dit, les bonhommes, ils auraient dit, alors, c'était comme ça à l'époque, hein, les femmes, elles n'avaient aucun droit. C'est malheureusement le cas encore dans certains pays. Mais bon, ça, on n'y est pour rien, hein. S'ils sont pas intelligents, les gens. Et ça aurait été terminé. Sauf que les Américains, ils sont pas comme ça. Ils ont dit, nous, on va jouer sur le fait qu'il y a déjà une histoire qui est lancée, il y a déjà une rumeur qui est lancée, et on va l'amplifier. Et ça, c'est la faute aux militaires américains, qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez 90% des Américains qui croient qu'il y a bien eu un crash à Roswell, qu'il y a bien eu un vaisseau qui s'est écrasé avec des occupants, que ces occupants ont été récupérés, dont l'un d'entre eux était soi-disant vivant, et qui aurait été ramené à la base secrète. En réalité, tout est faux. C'est les militaires qui ont joué sur le fait que, comme les gens ils étaient déjà lancés dans la rumeur et que la rumeur faisait grand bruit partout, ils se sont dit comment faire pour garder quelque chose de plus de secret autant bien que ça. C'est enfler la rumeur. Il y a un militaire qui a été envoyé, un haut gradé, qui a été envoyé voir le shérif, qui a contacté le journaliste et qui ont balancé. Lui, il a balancé l'histoire de dire, oui, c'est vrai, il y a eu un crash d'un objet bizarre, sans dire le mot ovni, sans dire le mot vaisseau extraterrestre. Il a juste dit objet bizarre. Nous avions récupéré déjà pas mal de choses, donc ce qui n'était pas vrai, et il faut garder tout ça secret. Sauf que vous pensez bien que si le journaliste, qui est pas con, qui est un enquêteur, et que le shérif, lui non plus, il est pas con, c'est un enquêteur. Le mec, il est là pour voir si les gens mentent ou mentent pas. Et ils sont entraînés, les gars. Ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, ça a fait qu'amplifier cette fameuse rumeur. Mais en fait, toute cette rumeur, c'est simplement un ballon sonde. C'est que ça. Et encore une fois, je reviens sur l'histoire de la série de X-Files. C'est là-dessus que X-Files joue. C'est sur cette histoire de croyance amplifiée par l'armée elle-même. Moi, je vais vous dire, à l'époque, tous les Américains étaient contre les Russes. Si un militaire haut gradé avait été voir le shérif, aurait dit, vous me réunissez le paysan, vous me réunissez le journaliste, vous me réunissez Kenneth Arnold, on va dans une pièce secrète. Tout ce que je vais vous dire, vous gardez ça secret. Nous surveillons les Russes. Il avait juste à dire ça, le mec. Nous avons créé un système pour surveiller les Russes à distance. Il avait qu'à dire ça. Les mecs, ils étaient tellement patriotes. Ils étaient tellement contre les Russes, contre les communistes russes, contre le rouge russe, que l'autre, son secret, aurait été le mieux gardé au monde. Sauf qu'ils n'ont pas voulu jouer là-dessus. Et c'est dommage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce crash de Roswell n'existerait pas. C'est ça la véritable histoire. La seule véritable histoire, elle est là. C'est que cette histoire de crash de Roswell n'existerait pas. Elle serait nulle et non amie. On n'en aurait jamais entendu parler. Donc je vais en finir là avec cette deuxième partie de vidéo X-Files 2. Deuxième épisode, qu'on va appeler ça comme vous voulez. Je sais que c'est très long à chaque fois, mais il y a beaucoup de choses à dire et je vous l'explique en détail le truc. Donc je sais que là, je vais vraiment pas me faire des amis, tous les ufologues, tous les complotistes. C'est pas grave, c'est pas très grave parce que je suis pas venu ici moi pour faire des amis, je suis venu là pour dire la vérité, la stricte vérité. L'histoire de Roswell, du crash de Roswell, aurait pu s'arrêter en 3 jours. En 3 jours d'histoire, elle aurait pu s'arrêter. C'était terminé, c'était fini. Point barre. Il dit, on surveille les Russes, parce qu'on pense que les Russes sont en train de préparer un truc pas bon contre les Américains. C'était terminé. Je vous promets que les 4 personnes qui n'étaient pas dans le secret, ils auraient été dans le secret le plus profond. Ils auraient été muets comme des tombes. Ils auraient emporté le truc dans leur tombe. Ils auraient dit, ok, c'est pour les Américains, pas de problème. On se tait, on dit rien. Faites ce que vous avez à faire. On s'en occupe pas.
Le Kenneth Arnold, il aurait continué à faire son avion. Après, je vais quand même finir sur un truc. Kenneth Arnold a joué un petit peu aussi là-dessus. Pourquoi ? Parce que son usine d'emboutissage commençait un petit peu à prendre de l'aile parce qu'il y avait un autre industriel qui était installé au nord des États-Unis qui arrivait à faire de l'emboutissage de matériel en aluminium pour l'armée et qui arrivait à le faire bien et plus vite que lui. Donc il arrivait à fournir beaucoup plus de matériel en aluminium à l'armée. Kenneth Arnold, pour sauver son entreprise, il a joué sur l'histoire des soucoupes volantes pour faire de la pub à son entreprise et pour vendre du plat à tarte. Et depuis l'histoire de Roswell, de toute l'histoire de cette usine de Kenneth Arnold d'emboutissage de plats à tarte en aluminium, il n'a jamais vendu autant de plats à tarte. Oui, il n'a jamais vendu autant de plats à tarte. Le Flying Circle, j'arriverai pas à le prononcer, ça vient de là. Le plat à tarte, ça se dit soucoupe volante en anglais. Je vous jure que c'est vrai. C'est écrit d'ailleurs. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Kenneth Arnold a écrit sur ses plats à tarte soucoupe volante en anglais. Flying Circle. Il a joué là-dessus. Donc, toute cette histoire a servi à l'armée américaine, mais a servi aussi à Kenneth Arnold. Et au jour d'aujourd'hui, elle sert à des gens qui écrivent des bouquins pour vous vendre ces bouquins. Ils en ont rien à foutre de vous. Que vous croyez ou pas à leurs histoires d'extraterrestres, ils en ont rien à foutre. Ils écrivent leurs bouquins juste pour faire du pognon. Et c'est que du business. L'ufologie aujourd'hui, que ça soit de l'ufologie en Europe, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, ou même les complotistes, ce n'est que du business. Ce n'est que ça. Leur histoire d'extraterrestres qui viennent sur Terre, nous enlever, nous faire des expériences, machin et tout, ce n'est que du business. Point barre. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus pour ce deuxième épisode de X-Files 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire, car là où il y a plein de choses à voir, je vous dis bon ciel et ciao.